Ce soir, nous allons continuer nos séries de rencontres puisque nous organisons, vous le savez, des rencontres par vicariat, puisqu'il y a 5 vicariats à Paris. C'est la deuxième. La première avait eu lieu à Saint-François de Sales. Nous avions choisi plutôt le thème de la fin de vie parce que c'était particulièrement d'actualité à l'époque. Et j'étais intervenu avec Madame Anne-Marie Trébul, qui était la responsable des soins palliatifs à Jeanne Garnier, donc particulièrement compétente pour prendre la parole sur ce sujet. Ce soir, nous avons choisi de prendre le début de la vie, pour varier un peu les plaisirs, pour ceux qui, des fois, assisteraient à Tours, parce que le début de la vie, effectivement, quelque chose qui se pose actuellement, bien sûr. Il y a la possibilité d'ouvrir les PMA à des couples ou à des personnes seules ou à des couples homosexuels. La question donc se pose de ces PMA, de la GPA, mais aussi de beaucoup d'autres choses sur le diagnostic prénatal, sur la thérapie génique que l'on connaît moins, mais qui sont quand même des enjeux d'humanité. Si l'Église s'est investie, ce n'est pas pour embêter les gens, comme on le dit quelquefois, c'est simplement parce qu'il y a, je crois, un enjeu de société majeur. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons toujours défendu, vous le savez, dans le christianisme, une société fondée sur la fraternité. Laquelle fraternité est fondée sur les relations interpersonnelles qui introduit un droit et que ce droit est toujours ordonné à la défense du plus faible contre le plus fort, et ceci depuis très longtemps. Nous voyons l'émergence d'un autre type de société qui est une société individualiste dont le fondement est l'autonomie. Cette autonomie engendre aussi une nouvelle émergence d'un droit. C'est un droit où le désir particulier des personnes prend le pas et oblige l'État. Donc nous avons effectivement deux types de sociétés qui se rencontrent. Nous pensons que la société doit rester fraternelle, qu'elle doit être basée sur les relations interpersonnelles et toujours se mettre au service des plus faibles, tout simplement, comme le disait d'ailleurs le roi Hammurabi, 18 siècles avant Jésus-Christ, pour sortir de la loi de la jungle, c'est-à-dire de la loi du plus fort. Donc ce soir, j'ai la joie d'accueillir le professeur Emmanuel Sapin, chef de service en chirurgie infantile et néonatale, professeur à la faculté de médecine, qui a accepté de venir de Dijon pour venir ce soir et qui opère demain matin. Donc on le remercie tout spécialement d'être venu parce que lui aussi pense qu'il y a des enjeux majeurs. C'est évidemment un spécialiste des questions que nous allons traiter ce soir. Moi, je voudrais simplement revenir sur quelques éléments essentiels du début de la vie. Voilà, nous parlons du commencement de la vie. La vie, elle commence vraiment au moment de l'émergence d'un être nouveau, ce qu'on appelle le zygote, la cellule initiale. Nous sommes tous passés par là. Et nous avons suivi le cursus habituel de zygote qui est devenu un embryon, qui est devenu un fœtus, qui est devenu un nouveau-né, qui est devenu un enfant, qui est devenu un adolescent, qui est devenu un adulte, etc. J'arrête là parce que ça va nous plomber le moral. Donc, ce zygote, c'est un être nouveau. Il a un patrimoine génétique nouveau. C'est un être nouveau et c'est un être vivant. Avant la naissance, sa mère lui assure l'alimentation, la protection et l'oxygénation. Après la naissance, la mère lui assure l'alimentation et la protection. Autrement, certes, mais c'est la même chose. La seule chose qui apparaît de nouveau, c'est l'oxygénation autonome par la respiration, puisque quand il naît, c'est cela qui se met en route, alors que tout fonctionne depuis longtemps, le cœur, le rein, etc., mais pas le poumon. C'est pour ça que je me rappelle, après un accouchement, taper légèrement sur la fesse de l'enfant pour qu'il se mette à crier, parce que s'il crie, il respire et hop, ça se met en route. Alors, je sais qu'aujourd'hui, taper sur les fesses d'un enfant, ça risque de me coûter cher, mais je vous l'avoue devant public, je tiens quand même à dire que c'était quand même pour une question de survie. Voilà. La naissance, ce n'est pas le début de la vie. La naissance, c'est simplement apparaître au monde, venir au monde. On voit bien d'ailleurs maintenant, avec les moyens sophistiqués que nous avons, qu'on voit tout à fait l'enfant dès les commencements dans le ventre de sa mère de manière extrêmement précise. Alors on nous dit aussi, et là je voulais quand même remettre quelque chose au point, certains et même des médecins nous disent que l'embryon est un amas de cellules.
je suis très étonné parce que l'embryon, il possède lui-même un principe d'organisation. Il est humain par sa génétique et il est organisé par des axes qui sont déjà définis. Son développement se réalise par la multiplication et la différenciation cellulaire et il est organisé par et pour l'individu lui-même. Alors que si vous prenez un tas de cellules, vous mettez dans une boîte de pétri, ça n'en a rien du tout. Le principe d'organisation des cellules est extrinsèque, alors que dans un embryon, il est intrinsèque. Et donc, il y a une différence absolument majeure entre un embryon et un amas de cellules, parce que l'embryon, il va se développer pour donner un enfant, et que l'amas de cellules, jamais. Donc voilà, on ne peut pas dire que l'embryon est un amas de cellules. Enfin, je voulais simplement parler de la manière dont les enfants et les embryons ont été reçus, puisque nous allons parler de cela ce soir. Alors, vous savez, on dit que l'avortement, c'est quelque chose de très moderne. Pas tout à fait, parce qu'on a retrouvé quand même une recette abortive chez l'empereur Shang-Nung 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas franchement nouveau ni moderne. Les Amazones, Hérodote en parle, les Amazones vivaient dans le sud de l'Ukraine. On a retrouvé effectivement des traces archéologiques de leur présence. Elles pratiquaient le choix du sexe par infanticide en étranglant les garçons à la naissance. Charmant. À Rome, c'est le contraire. Ce n'est pas les femmes, c'est les hommes. On est dans un régime patriarcal, ce qui fait que le père a pouvoir de vie et de mort sur l'enfant. On appelle ça l'exposition. Vous savez, l'enfant, lors de l'accouchement, les pères romains prennent soit l'enfant dans leurs bras, alors à ce moment-là, ils le reconnaissent, soit ils le laissent par terre. Et dans ce cas, les esclaves jettent le bébé sur un tas d'ordures où il est dévoré par les chiens et les chacals. Ovide rapporte aussi que de nombreuses femmes romaines recourent à l'avortement, donc ce n'est pas nouveau. Plutarque disait, on fait usage, je le cite, mais pas en latin, rassurez-vous, on fait usage d'abortifs pour aussitôt se faire engrosser à nouveau, à Rome. Ovide, Cicéron, Sénèque se désolent de l'avortement, donc c'est quelque chose qui est courant. Mais s'ils se désolent de l'avortement, ce n'est pas parce que l'embryon aurait un statut, pas du tout. C'est surtout pour des questions de politique procréationniste. Voilà, c'est la mort d'un être vivant dont le statut est inexistant. D'ailleurs, le mot enfant, infans en latin, ça veut dire celui qui n'a pas la parole. Et il était bien clair qu'il ne l'avait pas. C'est simplement au IIe siècle après Jésus-Christ que des juristes vont s'intéresser à l'embryon. L'empereur Hadrien, tout d'abord, interdit la peine capitale envers une femme enceinte parce que justement elle porte un enfant. Et donc on reconnaît la valeur et la vie de cet enfant à partir de cela. Donc c'est Hadrien a vécu de 76 à 138 après Jésus-Christ. Marc Aurèle a instauré une protection du fœtus aussi. Mais alors là, la protection du fœtus, ce n'était pas à cause du statut particulier d'un embryon, c'était surtout pour empêcher l'avortement au détriment du père. Septime Sévère a introduit l'exil pour un avortement commis pour nuire au mari. Donc on voit bien, c'est toujours un régime patriarcal, c'est pour défendre les droits du père. Mais pour l'instant, ce n'est pas pour donner un statut à l'embryon. Le juriste consulte Julien, lui, va donner effectivement le premier une existence devant le droit civil. Et c'est Justinien, au 5e siècle, qui, dans son livre Le Digeste, donnera un vrai statut à l'embryon, c'est l'enfant conçu est considéré comme s'il était déjà né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Et donc là, on a les premières élaborations d'une considération de l'embryon. Quoique, en Grèce, Hippocrate de Cos, bien connu cet Hippocrate avec son serment, il a introduit une éthique médicale qui refusait la prescription d'abortifs et même la suggestion d'avortement. Voilà, je passe sur les détails. Alors, y avait-il une exception? Mais oui, figurez-vous, dans le monde sémite. Dans le monde sémite, on a la considération pour l'embryon. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du roi Hammurabi et de son fameux code. Il sanctionne l'avortement ainsi que les lois hittites en Anatolie, la Turquie actuelle. Et les judéo-chrétiens, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas d'avortement. En général, on en parle quand on le pratique. Mais il y a juste
épisode dans le livre de l'Exode à propos d'une bagarre entre deux hommes qui ferait qu'une femme est bousculée, une femme enceinte est bousculée. Et donc, voilà, c'est le seul épisode qu'on a. Mais l'embryon et l'enfant à naître est toujours considéré sous le regard de Dieu. Vous le savez bien, Jérémie, avant de te façonner dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant la sortie du sein, je t'avais consacré. Et puis Isaïe, ainsi par le Seigneur qui t'a façonné dès le sein maternel. Isaïe encore, le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Et puis Job aussi, tes mains m'ont façonné, m'ont formé, tu m'as accordé vie et faveur, tu as veillé sur mon souffle. Le psaume 139, mon embryon, tes yeux le voyaient, etc., etc. Donc, vous voyez, voilà ce qu'on peut dire sur l'embryon. Je dis cela parce qu'aujourd'hui en France, l'embryon n'a pas de statut. Quand il y a eu des procès retentissants, vous savez, par exemple, un chauffard ivre qui est rentré dans une maman qui était enceinte de presque 9 mois, l'enfant est mort en son ventre et il y a eu plusieurs procès. Est-ce un homicide involontaire? Si c'est un homicide involontaire, on reconnaît un statut à l'enfant. Alors il y a eu des allers-retours entre différentes cours. Finalement, la Cour de cassation a dit on ne peut pas trancher parce qu'il n'y a pas de statut de l'embryon. Je pense que bientôt il y aura un statut animalier, paraît-il. Je pense que la larve de hanneton, à cause de sa rareté sans doute, est plus protégée aujourd'hui que l'embryon. Donc ça pose quand même une question sur notre humanité et la manière dont on la considère. Voilà, cher professeur, je vais laisser à la science la parole. Merci Monseigneur de m'inviter à prendre la parole sur ce sujet. Puisque beaucoup de gens ne me connaissent pas, je suis donc chirurgien d'enfants depuis 35 ans maintenant. J'ai fait ma carrière à Paris au départ et je suis à Dijon depuis 20 ans maintenant. Je suis marié, 7 enfants et 7 petits-enfants, pour l'instant. Voilà, pour situer un peu les choses. Et chose particulière, effectivement, lorsque je suis arrivé à Dijon, on enseignait l'anglais, les statistiques, mais il n'y avait pas d'enseignement d'embryologie. C'était un peu particulier, la vie commençait sans doute à la naissance à ce moment-là. Donc il y avait un petit oubli, je pense, et c'est à force de demander un petit peu justement qu'on en parle, que l'embryon, c'était important de savoir comment ça se passait, pour voir comment les choses se déroulaient jusqu'à la naissance, et qu'il y avait une existence avant la naissance. Donc on peut arriver quand même à faire un enseignement sur ce sujet. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de l'embryon et au-delà de l'embryon, de la période anténatale, bien sûr à la lumière de la proposition de révision des lois de bioéthique, puisque c'est le sujet qui aujourd'hui nous tracasse quelque peu, et il y a sans doute de quoi, on va le revoir. Alors, quand on parle de recherche sur l'embryon, Monseigneur Betty en a rappelé bien sûr les choses, donc je vais revoir des choses qu'il a déjà un petit peu dites, comme ça vous saurez qu'on pense la même chose. C'est que on se demande en fait, est-ce que l'embryon, lorsqu'il est sujet à la recherche, est-ce qu'il est sujet ou objet de la recherche? En effet, cette recherche concerne qui ou concerne quoi? Est-ce qu'elle concerne un être humain ou est-ce qu'elle concerne un amas de cellules, comme c'était rappelé tout à l'heure, qui est vu en quelque sorte comme un matériau d'étude lorsqu'il n'a plus de projet parental? Alors l'embryon, ça a été dit tout de suite, sur le plan scientifique, c'est certain, l'embryon, c'est un être humain. Et en fait, ça correspond effectivement aux premières phases de développement. Développement qui va se poursuivre ensuite et qui va donner l'enfant, l'adulte, etc. Mais il faut comprendre que très rapidement, après la fécondation, c'est un individu. Et il va devenir au bout d'un moment indivisible à partir du moment où il a passé la période où il pourrait, par sa division, donner ce qu'on appelle des jumeaux monozygotes. Mais donc c'est un individu déjà de l'espèce humaine. Pourquoi? Et moi, Petit le rappelait tout à l'heure, c'est parce qu'il a un patrimoine génomique qui est unique, donc issu de cette fécondation. C'est-à-dire qu'en fait, ce génome va le distinguer de toutes les autres espèces, donc des êtres vivants. C'est donc un génome qui est spécifique de son espèce humaine qui le distingue des animaux et qui va même au-delà, puisqu'en fait, dès le premier instant, cet embryon, il est distinct des autres êtres humains parce qu'il a son patrimoine propre qui en fait sa distinction.
De plus, lors du développement qui va se poursuivre, aucun événement ne va changer sa nature. Il est de l'espèce humaine dès le départ, personne ne peut le contester, et naturellement, il ne pourra pas devenir une girafe ou une grenouille, l'expression que Jérôme Lejeune prenait souvent, pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de changement de nature au cours du développement. Dès le départ, c'est un être humain. Alors, ce développement, comme ça a été dit tout à l'heure, donc, répond à un programme qui est spécifique, qui est dans le génome, et qui va évoluer progressivement en fonction de la lecture de ce code génétique, mais qui est bien sûr influencé tout de même, des découvertes qui sont faites depuis relativement moins longtemps, d'influence de l'environnement sur justement ce programme génétique qui va en faire cet être humain que plus tard, adulte, que vous connaissez. Alors, c'est certain que durant les premiers stades du développement, l'embryon ne ressemble pas à un petit enfant, cet enfant qui nous attendrit certes, ou l'adolescent qui nous interpelle, je dis interpelle comme ça, il n'y a pas de connotation ou quoi que ce soit. À son aspect, c'est sûr, quand on voit un embryon à son début, en fait, il n'attire pas tellement de sentiments d'affection, pas d'émotion spéciale, et sauf peut-être pour certains qui y voient un émerveillement devant les mystères de la vie. Mais cela, c'est uniquement du sensible, de l'émotion. Or, déjà, il existe un individu, cet individu donc qui est unique et qui devrait se développer. Ce développement donc va se passer selon des phases progressives et successives. Et c'est important de comprendre un peu, effectivement, dès le départ, de situer ce qu'est cet embryon pour savoir est-ce qu'il est déjà quelqu'un ou est-ce que ce n'est qu'un matériau, comme je le disais tout à l'heure. Alors, ce développement donc, va se faire progressivement avec la migration, l'anidation, vous connaissez sans doute ces choses-là. Donc, la différenciation, alors ce mot de différenciation c'est important parce qu'au départ vous avez une détermination qui obéit au message d'organisation qui est dans ces chromosomes, et la différenciation va se faire secondairement pour aboutir par exemple à la formation des organes que vous avez. Et en même temps que cette différenciation va se faire, il va y avoir une acquisition de la forme qui correspond à l'espèce humaine en l'occurrence, pour un embryon humain. Et cette morphogénèse, ça s'appelle donc, va aboutir à cette forme particulière d'un homme, d'une femme qui est individuelle, que nous connaissons, que nous reconnaissons, et qui est différent des autres hommes, différent des autres femmes, qui est déjà mais tout ce programme-là est déjà inscrit. Alors est-il une personne ? Est-ce que l'embryon est une personne ? C'est sûr que c'est un être humain, et là, le discours, il est clair, je veux dire que scientifiquement, personne sérieusement ne peut contester que dès le départ, il s'agit d'un être humain. Si on analyse les cellules de l'embryon, ces cellules souches embryonnaires, on sait que ce sont des cellules souches embryonnaires humaines. Donc c'est forcément déjà inscrit dans l'espèce humaine. On ne peut pas le contester. Par contre, c'est certain, le scientifique n'a pas l'autorité pour dire si c'est une personne, il n'a certainement pas l'autorité pour dire que ce n'est pas une personne. Ce n'est pas de son domaine. Le domaine donc, de la définition de la personne, on peut en discuter philosophiquement, vous savez que là ça peut être discuté par plein de gens, la qualité de personne. Pour nous, c'est un regard de foi. Le regard de foi va dire, c'est un nouvel être humain, ce nouvel être humain il est voulu par Dieu, et qui a un projet pour lui, qui a un projet pour elle. Donc, c'est effectivement, cet embryon est vraiment un être humain. Sinon, quels critères peut-on retenir, à quel seuil de développement on va lui accorder la qualité d'être humain, auquel on va attacher la dignité respectable ? Je suis sûr que si vous voyez un embryon de 9 ou 10 semaines, unanimement ici, vous saurez reconnaître si c'est un embryon humain ou si c'est un embryon d'autres espèces, même de singes. On arrive à le voir dès, vous voyez, donc là, puisque l'embryon, c'est jusqu'à 10 semaines, normalement, dans son développement. Alors, le regard du chrétien sur l'embryon, Monseigneur Petit le rappelait tout à l'heure, donc avant même le magistère et les textes qui ont été élaborés par les papes précédents, donc c'est dans la Bible, et Monseigneur Petit le rappelait tout à l'heure, donc je ne vais pas le reprendre, y compris dans la visitation, puisque l'enfant tressaillit dans le sein d'Élisabeth lorsque Marie est allée la rencontrer, donc ça prouve que cet enfant avait déjà inspiré par l'Esprit Saint, pourrait-on dire. Voilà. Donc ça, c'est un regard chrétien qui montre que Dieu déjà a un regard sur la personne avant même qu'elle naisse. Donc, il a déjà une part entière dans notre histoire.
Alors, qu'est-ce que sont les cellules souches embryonnaires? Un petit peu désolé de repartir un petit peu sur ces définitions, mais je crois que c'est important pour que les gens ne soient pas très habitués à ce genre de choses. En fait, c'est le début, c'est les premières cellules après la division, de division après la fécondation. Donc, ces cellules souches embryonnaires vont donner la possibilité de donner à un être humain à part entière, ce qu'on appelle les cellules totipotentes. Et puis, au bout de la première semaine, elles vont devenir ce qu'on appelle pluripotentes, simplement parce que justement, il y a une partie des cellules qui se sont différenciées des autres. Une partie va servir à former en particulier le placenta, et puis le reste va former le futur embryon lui-même, et vont être les cellules pluripotentes. Et c'est cela, donc aujourd'hui, qui est demandé pour la science, de pouvoir étudier, et on va voir de quelle façon, les cellules embryonnaires, donc souches embryonnaires pluripotentes. Ces cellules ont la particularité de pouvoir être multipliées de façon illimitée. Et effectivement, par le fait justement de cette multiplication, on envisage de les utiliser pour réparer en quelque sorte ou remplacer des tissus endommagés. Alors cette possibilité, donc, elle peut ouvrir effectivement la voie à une médecine régénérative, la fabrication de médicaments innovants, enfin bref, l'élaboration de thérapeutiques nouvelles. Mais vous voyez que dans toutes ces techniques proposées, on va utiliser l'embryon et donc ne pas le respecter à proprement parler. Alors est-ce qu'on peut utiliser l'embryon? Est-ce qu'on ne doit pas d'abord le respecter? On devrait déjà, par le fait que potentiellement il peut être un être humain à part entière, par le simple fait de principe de précaution, se dire est-ce que je ne vais pas trop loin en faisant une recherche qui peut aboutir à la suppression de cet embryon ou à des protocoles expérimentaux. Je crois que tout projet de recherche doit considérer l'embryon comme un sujet. La recherche sur l'embryon concerne qui et non pas quoi. Et on voit que l'évolution des lois de la bioéthique, par les projets donc, de révision de ces lois qui sont actuellement en discussion, l'embryon est plus vu comme un matériau qui est certes passionnant, mais qui est en quelque sorte réifié, donc réduit à un objet de recherche et non pas considéré et respecté en tant que sujet. Sur le plan juridique, on a vu avec l'évolution de la société une évolution des lois. Le droit à mener donc des recherches sur l'embryon a évolué au cours du temps. Alors, en 1994, la première réflexion qu'il y a eu sur le plan bioéthique interdisait la recherche sur l'embryon humain. Et puis, les lois qui ont suivi, en 2004 et 2011, on est passé de l'interdiction formelle à l'interdiction, mais avec des dérogations sous des conditions. Et puis, la révision de 2013 a non plus interdit, mais autorisé sous conditions. Alors, quelles sont ces conditions qui les posent? Cette autorisation, elle est posée par l'Agence de biomédecine. Alors, l'Agence de biomédecine, bien sûr, va avoir des conditions pour proposer, pour accepter plutôt les projets qui lui sont soumis. D'abord, qu'il y ait une pertinence scientifique à cette recherche. D'autre part, qu'elle s'inscrit dans une finalité médicale. Ensuite, c'est que la recherche ne peut pas être menée sans recourir à des embryons ou des cellules souches embryonnaires. Et en fait, il n'y a pas d'alternative pour pouvoir avancer dans la recherche que d'utiliser ces embryons et ces cellules souches embryonnaires. Et puis, en quatrième point, c'est que les projets et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. La seule chose, c'est que la lecture de ce texte, principes éthiques relatifs, les gens finalement mettent un point après relatif, et c'est les principes éthiques relatifs, et non plus relatifs à la recherche sur l'embryon. Et donc, on voit qu'au fur et à mesure que les règles sont posées concernant ces restrictions ou ces conditions à faire de la recherche, les règles très rapidement sont bousculées, voire transgressées par ceux qui font de la recherche sur ce sujet-là. Alors, quel est l'état actuel de ces recherches? En 2017, il y avait eu 90 demandes de projets, donc de protocoles qui ont été autorisés, donc 19 ont été réalisés donc actuellement sur l'embryon. Cette permission, en quelque sorte, cette autorisation à faire de la recherche sur l'embryon et les cellules souches a été accordée à 40 équipes en France actuellement. Alors, il est vrai qu'il faut sortir un petit peu du contexte de la France, il y a l'Europe, il y a le monde, il faut regarder effectivement ce qui peut se passer autour. Il est certain qu'à l'étranger, il y a une diversité législative qui est importante et qui font que, bien sûr, la France n'est pas seule et autour d'elle, d'autres situations, d'autres vues concernant justement même les législations existent.
Alors, la situation actuelle, qu'est-ce qu'elle est au point de vue justement de cette recherche, à partir de la dernière loi à laquelle celle-là va succéder, hein, c'est que la recherche, elle doit être conduite à partir de l'utilisation de lignées de cellules souches embryonnaires disponibles ou d'embryons surnuméraires. Alors, parfois, il peut y avoir aussi des importations de cellules d'embryons venant de l'étranger. Mais donc, en France, c'est des lignées de cellules souches embryonnaires disponibles ou d'embryons surnuméraires. C'est-à-dire, en fait, c'est des embryons qui sont issus de l'assistance médicale à la procréation et qui n'ont plus de projet parental. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire que le couple dont sont issus ces embryons a donné son accord pour ces recherches. On voit bien que, à ce moment-là, le respect que l'on va porter à un embryon correspond au projet parental. Si un embryon n'a pas de projet parental, en fait, ça le dénature de sa participation à l'espèce humaine et ça en fait donc un objet. Jusqu'à actuellement, la recherche sur l'embryon humain ne permettait pas la création d'embryons pour la recherche, mais donc l'utilisation d'embryons surnuméraires, comme je vous le disais, qui étaient voués sinon à la destruction. Et la recherche sur l'embryon était autorisée jusqu'à 7 jours. Alors 7 jours, c'est donc la période où vous avez la migration de l'embryon après la fécondation et le commencement de la nidation avec le début donc de son développement. Donc c'est la phase tout début qui va jusqu'au ce qu'on appelle les cellules pluripotentes. Qu'est-ce que veulent les personnes aujourd'hui qui demandent une révision de la loi bioéthique? Ils voudraient donc qu'il y ait une création d'embryons à des fins de recherche ou de production de lignées cellulaires. D'autre part, une extension de cette période de 7 jours à 14 jours. Et puis, chose encore plus importante peut-être, c'est de dépasser l'interdit de modifier et transplanter in utero l'embryon humain après la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une recherche et une expérimentation génétique sur l'embryon et possiblement cet embryon qui a été modifié génétiquement, le remettre dans l'utérus ultérieurement pour se développer. C'est une demande qui a été faite par le comité d'éthique de l'INSERM, qui a eu un accord par l'Académie de médecine en 2002 et qui est aujourd'hui de nouveau revenu sur le sujet et la demande à l'occasion de ces révisions de loi de bioéthique. Et pourtant, il y avait une convention, ce qu'on appelle la convention d'Oviedo, en 1997, qui a été ratifiée par la France en 2011. Et dans son article 13, cette convention d'Oviedo précisait l'interdiction de modification du génome sur les cellules germinales et les embryons humains. Alors, les cellules germinales, c'est celles qui vont pouvoir donner ensuite des embryons. Les cellules somatiques, qui sont simplement pour les organes en quelque sorte, et les cellules germinales qui vont participer ensuite à la possibilité de transmettre et donc d'avoir ensuite d'autres embryons. Donc, vous voyez, interdiction de modification du génome sur les cellules germinales pour ne pas transmettre des modifications de ce génome. Alors que la France avait signé donc cette convention, il y a une loi en 2016, un amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale, qui renverse les choses alors que ce sujet n'était pas encore venu en discussion par la révision des lois de bioéthique et qui va donc disposer dans le cadre de l'AMP, donc de la PMA, avec le consentement des membres du couple, la réalisation de recherches biomédicales qui vont être menées sur les gamètes destinés à constituer un embryon. Donc on va pouvoir commencer à faire une recherche sur des gamètes qui vont ultérieurement pouvoir donner un embryon ou un embryon humain in vitro qui va pouvoir être remis ensuite dans l'utérus pour se développer avec, bien sûr, ce qui est demandé, c'est que c'est pour prévenir ou soigner des pathologies. Alors cette recherche sur l'embryon, comme vous le voyez, elle n'est pas uniquement une observation. On pourrait dire, voilà, on va rechercher, essayer de comprendre ce qui peut se passer dans le développement d'un embryon, voir ce qui peut se passer mal quand un embryon se développe avec des soucis, mais ce n'est pas qu'une observation. Ces recherches vont être liées à des manipulations génétiques sur l'embryon et les cellules sous-embryonnaires. Alors techniquement, je vais juste donner quelques aperçus pour que vous compreniez un petit peu, que vous voyez un petit peu ce que c'est. On va utiliser je pense que vous avez peut-être entendu parler de cela, le CRISPR-Cas9, qui est une sorte donc sécateur en quelque sorte génétique, qui va faire une couper et coller ensuite, comme vous avez les textes, les couper-coller, à l'échelle du gène, pour remplacer
un segment d'ADN qui peut être pathologique par un segment qu'on va lui mettre à sa place, donc par ce CRISPR-Cas9 qui vient couper le génome de l'ADN d'une cellule et le remplacer par un autre ADN, avec l'espoir que justement l'ADN que l'on va mettre remplace un ADN malade et donc va pouvoir ainsi soigner cette personne. Alors cette possibilité peut se faire sur n'importe quelle cellule, que ce soit des cellules somatiques, et là on va le revoir, c'est tout à fait louable, pourrait-on dire. Pourquoi on ne pourrait pas le faire, et c'est un progrès que l'on peut tout à fait admettre, mais ça peut être aussi fait sur des cellules germinales, et à ce moment-là ça veut dire qu'on va changer le génome de cet individu qui va transmettre cette modification à ses généalogies ensuite. Donc cette recherche de CRISPR-Cas9 a été donc publiée en 2012 par Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, et vous avez compris, c'est un copier-coller moléculaire, mais qui bouleverse complètement la thérapie génique. Il y a des applications qui ont été faites bien sûr chez l'animal et qui ont commencé aussi en Chine en particulier sur des cellules humaines pour essayer de modifier par exemple des codes génétiques qui étaient déficients et qui entraînaient par exemple des anémies. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de médecine, simplement donc on va essayer de corriger cette anomalie qui aboutit à une anémie qui peut être grave et donc faire en sorte que ces segments de chromosomes qui étaient défectueux puisse être remplacé par un segment qui puisse fonctionner. C'est un espoir, vous voyez, on peut l'imaginer. Cependant, donc, ces résultats sont très mitigés et les embryons ont été détruits au bout de 2 jours et on ne voit pas d'application clinique. D'autant plus que si on veut pouvoir faire ce genre de technique, il faut donc passer par une FIV, donc une fécondation artificielle extra-utérine, et pouvoir ainsi utiliser l'embryon dès le début pour pouvoir changer son programme. La deuxième voie de recherche, en dehors de ce CRISPR-Cas9, c'est la possibilité d'une fabrication synthétique d'ADN. On s'est dit, voilà, finalement l'ADN, qui est le substratum des chromosomes, c'est composé de 4 bases qui sont associées à des sucres et à des phosphates. Puisque c'est chimique, peut-être pourrait-on faire une synthèse artificielle de cet ADN. Et donc, l'idée derrière, c'est de refaire un ADN synthétique qui copie complètement l'ADN que l'on connaît et qui pourrait être intégré dans l'organisme vivant, s'y intégrer et s'exprimer. La troisième voie de recherche sur ces sujets-là, c'est la création de chimères. Alors qu'est-ce que c'est qu'une chimère ? Une chimère, c'est un organisme qui est formé par 2, voire plus, populations de cellules génétiquement distinctes. Alors, qu'est-ce que ça peut donner ? Il y a eu déjà des réalisations qui ont été faites en Californie en 2017 avec la création de chimères homme-porc. Donc vous voyez des cellules qui ont, en quelque sorte, génétiquement de 2 espèces différentes. En mai 2018, la création de chimères homme-mouton. Donc on est déjà, vous voyez déjà, dans une réflexion scientifique qui va extrêmement loin. Le but de cette recherche, ce serait de former des organes humanisés pour la greffe, dans la mesure où il y a un manque de greffons absolument évident. Ça concerne peut-être l'embryon, mais il faut savoir donc que c'est des possibilités donc de recherche et aujourd'hui de manipulation génétique. Alors quels sont les dangers de la recherche sur l'embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires ? Je disais tout à l'heure, donc, moyennant le fait que ça a pourtant été signé par la France, cette convention d'Oviedo, si elle aboutit, on va voir arriver donc la naissance de bébés génétiquement modifiés. Et ces modifications sont transmissibles d'une génération à l'autre. C'est une modification héréditaire et aléatoire du génome humain. On peut se poser la question, c'est d'autant plus que les techniques sont aujourd'hui insuffisamment maîtrisées, et on ne mesure absolument pas les effets hors cible, les effets collatéraux en quelque sorte, qu'on ne prévoit pas de ces modifications génétiques. Il est certain que ça peut donner vraiment le vertige quand on voit un petit peu qu'on va toucher à des choses sans comprendre exactement jusqu'où ça peut aller. Alors on me dirait, oui, mais on ne comprend pas très bien, finalement, ces recherches, en fait, quelles sont les motivations ? Et je crois que c'est important de comprendre quelles sont les motivations qui soutiennent ces projets. Les motivations, elles sont de 3 ordres. Elles peuvent être médicales et scientifiques, elles peuvent être économiques et elles peuvent être idéologiques. Il faut savoir qu'elles existent à tous ces niveaux-là. Sur le plan médical, les motivations de ces recherches sur l'embryon, elles sont liées bien sûr
pour répondre à la souffrance de couples qui sont porteurs, par exemple, d'une anomalie génétique qui est transmissible et qui fait qu'ils ne peuvent malheureusement pas attendre d'enfants qui soient sains, mais qui vont être porteurs d'anomalies qui peuvent entraîner, par exemple, des dégénérescences ultérieures, des pathologies extrêmement graves qui sont très tristes, mucoviscidose, myopathie, etc., drépanocytose. Et donc, on dit, voilà, il faut quand même répondre à cette souffrance, et comment peut-on faire? Est-ce que ce ne sera pas une solution de modifier un petit peu tout ça, ou de faire un diagnostic des embryons qui sont porteurs de ces anomalies, ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, donc de les dépister pour justement ne sélectionner que les embryons qui sont sains. Donc ça, c'est une motivation médicale qu'on peut comprendre d'un certain côté, mais vous voyez, on voit aussi jusqu'où ça peut aller. Des motivations scientifiques, bien sûr, elles existent. Il faut savoir, moi j'ai fait de la recherche pour un petit moment, j'ai fait de la recherche pour faire de la chirurgie fétale, et donc on faisait des chirurgies expérimentales chez le singe, et puis on est passé à quelques cas de chirurgie fétale humaine en 1990, et j'ai pu mesurer ce que c'était que l'engouement de la recherche. Vous voyez, c'est qu'en fait c'est une sorte d'ivresse à un moment où on se laisse embarqué en quelque sorte dans une recherche qui peut parfois aller plus loin. On perd un petit peu le but, la fin de notre recherche pour aller parfois même au-delà des limites. Donc il faut savoir que cet au-delà des limites peut arriver parce qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on va peut-être aller trop loin. C'est ce qui aboutit donc à la transgression des règles qui pourtant ont été établies. Et je pense que dans ce cas-là, il faut se poser la question, pourquoi ne faudrait-il pas appliquer le refus de l'obstination déraisonnable comme c'est le cas pour la fin de vie? Et je pense que lorsque on se pose simplement, on peut se dire ne pas faire est une décision dès lors que le faire est possible. Ça veut dire que face à une question qui se pose, à chaque fois trouver une solution, ce qu'on appelle le solutionnisme, c'est vraiment à court terme, plutôt que de réfléchir un petit peu plus en amont, savoir pourquoi on le fait, est-ce que ça n'a pas des conséquences beaucoup plus lourdes que ce qu'on va avoir. Il faut savoir, je vous le disais tout à l'heure, que ces motivations, elles sont multiples et elles sont aussi financières, économiques. Cette recherche embryonnaire, c'est une mine d'or pour les laboratoires pharmaceutiques. Le marché des tests génétiques a rapporté en 2017 110 millions de dollars. Et on estime qu'en 2022, il pourra rapporter 340 millions de dollars. Vous voyez un petit peu l'intérêt que peuvent avoir certains à ce que ces projets avancent. À la frontière donc de l'économie, de l'idéologie, même de la politique en France, il a été investi de façon un investissement financier, la création de ce qu'on appelle l'ISTEM, c'est le Génopôle d'Evry, qui est donc l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques, qui a donc correspondu à un investissement de la France sur la recherche. Et certains, quand on investit des sommes importantes, on voudrait quand même que ça tourne un petit peu, que ça avance. Finalement, quand je lis un petit peu les publications qui ont été faites par cette structure, les recherches publiées qui ont avancé, c'est surtout sur les cellules, on va voir induites, cellules souches induites, je vous en parlerai un petit peu plus loin. Et enfin, le dernier point sur le plan, j'allais dire, scientifique et économique, c'est une demande de libéralisation de la recherche sur les cellules souches, demandée par la France parce qu'ailleurs ça se fait. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Chine, ça se fait en Grande-Bretagne, pourquoi ça ne se ferait pas en France ? De peur en quelque sorte que la France soit dépassée justement par des investissements financiers qui iraient ailleurs plutôt qu'elle en France, dépassée parce qu'on n'est pas dans le vent, on n'est pas dans le courant, on ne suit pas la mode de tout le monde. Et pour cela, j'avoue que je reprendrai bien une phrase de Gustave Thibon qui disait « Être dans le vent est une ambition de feuille morte ». Les motivations, elles sont aussi idéologiques. La première chose que je voyais, c'est l'embryon. Monsieur Petit alors parlait de statut de l'embryon. On bute sur ce sujet-là, et il est certain que la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse a fait qu'on a du mal aujourd'hui à accepter une reconnaissance de l'embryon. Vous voyez, le mot « personne » ne convient à personne. Le fait de dire que c'est un être humain, déjà, c'est une discussion, alors que c'est absolument évident. Ça fait qu'en fait, le Comité consultatif national d'éthique a dit que c'était une personne humaine potentielle. Sur le plan juriste, personne par anticipation. En fait, n'étant pas une personne, il n'est pas un sujet d'attention, mais du coup, il est un objet d'expérience. Donc on voit qu'il y a derrière tout cela
une absence de volonté de reconnaître que l'embryon est vraiment un être humain à part entière, même s'il est en développement simplement, c'est un stade de développement. Et puis, une des autres motivations, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme, pourquoi ? Parce que on veut aujourd'hui ne pas reconnaître que l'embryon, eh bien, il a peut-être des pathologies et que finalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'empêcher les choses telles qu'elles doivent se produire si on les laissait se produire naturellement avec les soucis que ça peut entraîner. Autrement dit, transhumanisme, dans ces cas-là, on ne veut pas qu'il y ait une chance ou une crainte. Finalement, ce qu'on veut, c'est choisir et être soi-même le moteur de son évolution. Donc, c'est une sorte de refus du don, un refus de l'imprévu qui peut se passer, et évidemment, dans la procréation, il est certain qu'il y a beaucoup d'imprévus. Une des motivations aussi, sur le plan idéologique, et qui rejoint celle-là, c'est le fait que c'est un constat. C'est l'affaiblissement de la sélection naturelle dans nos pays ultra-civilisés et médicalisés, qui fait que pour certains, le recours à des manipulations génétiques est rendu possible par les biotechnologies, et ce ne serait pas une option. Ce n'est pas un choix parmi d'autres, mais c'est une nécessité absolue pour la survie de l'espèce. On voit un peu jusqu'où ça peut aller et ce que ça a pu conduire déjà dans le passé. Donc les motivations, vous voyez, pour le transhumanisme dans ce cas-là, en fait, voient l'humanité comme une phase de transition dans l'évolution, vers le post-humanisme. C'est améliorer l'embryon, améliorer l'humanité dès l'embryon, et donc une sorte de dépassement à tous les niveaux, ce qu'on appelle l'announcement. En quelque sorte, donc, c'est faire entrer dans le domaine de la maîtrise de son destin par l'être humain des pans entiers du réel qui appartenaient naguère à la fatalité, qui appartenaient à la loterie génétique, qui est le fait de chacun de nous, donc qui nous tombe un peu dessus, et bien sûr qui appartenait aussi à une destinée où on peut lire une volonté divine par certains côtés. Et la réponse, ce sera une manipulation, voire une augmentation des possibilités de l'être humain dès l'embryon, pour quelque chose qui est finalement librement consenti et même activement recherché. Alors, il est demandé d'élargir les autorisations pour la recherche, et vous voyez que les révisions de la loi bioéthique, régulièrement, ces limites sont repoussées, avec des arguments pour rechercher, donc en disant voilà, on va faire des progrès extraordinaires si vous nous permettez de voir cela, etc. Il s'avère que à chaque fois l'argument qui a été avancé pour faire progresser un petit peu, ou faire avancer plutôt, et évoluer ces lois de la bioéthique, en fait sont assez décevantes quant aux résultats, surtout en ce qui concerne les cellules souches embryonnaires, ce qui n'est pas du tout le cas pour les cellules souches adultes ou les cellules souches pluripotentes induites. Alors ces dernières, les cellules souches pluripotentes induites, c'est des reprogrammations de cellules adultes à des stades indifférenciés qui cette fois-ci n'ont aucun problème éthique car ça ne peut pas reconstruire un embryon. C'était donc fait par un japonais qui s'appelle Yamanaka et qui permet d'avoir ça. Les cellules souches adultes, c'est celles que vous avez tous et que nous avons tous pour renouveler nos tissus lorsqu'ils donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser mais qui sont beaucoup moins répandus bien sûr. Alors l'argument donc avancé, Jacques Testard le conteste en disant finalement ces arguments, que ce soit pour l'augmentation de la durée de la recherche sur les embryons ou pour fabriquer des embryons même ou créer des embryons chimériques, en fait, les arguments avancés par les chercheurs sur ce plan-là sont un petit peu ne répondent pas au troisième point que je vous disais tout à l'heure concernant les conditions requises pour accepter ce genre de choses, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une alternative, mais qui est en quelque sorte cachée. Testard va jusqu'à dire qu'elle était cachée. Dans le cadre de la bioéthique, on peut dire, donc, pour paraphraser Montaigne, la science, il disait la vie, lui, mais la science n'est en soi ni bien ni mal. C'est la place du bien et du mal selon que vous la leur faites. En fait, on peut dire que la technique elle-même n'a pas de valeur morale, c'est l'application qui en est faite qui a un sens moral. Je pense que cet adage, il peut être tout de même tempéré si la matière de la recherche transgresse le respect dû à l'homme, quelle que soit sa fragilité. Oublier qu'il s'agit d'un sujet et le traiter comme un objet, c'est réifier l'homme. Et cet adage peut aussi tempérer par le fait que si l'intention du chercheur n'a pas pour finalité le service de l'homme. Donc vous voyez qu'il peut y avoir un sens moral aussi dans la recherche et dans la technique. L'embryon, on l'a vu tout à l'heure, donc le regard scientifique aujourd'hui est obligé d'admettre que c'est un individu. Et je vous disais tout à l'heure, donc ce troisième point donc de l'Agence de la biomédecine des recommandations, en fait, il est transgressé en permanence, alors que
justement, les cellules souches, en particulier pluripotentes, ont montré déjà des résultats concernant déjà l'animal et avec des projets sur l'humain, que ce soit pour reconstruire des muscles cardiaques, reconstruire des cellules de foie chez des sujets qui sont déjà avec des cellules dégénérées. Donc il y a des projets qui sont faits. Ce qui veut dire qu'on peut user de l'énergie vers des projets qui sont éthiquement acceptables, énergie, intelligence, dynamisme, et aussi finance. Donc il y a des possibilités, il ne faut pas penser que la recherche est seulement négative. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de séquençage de l'ADN à haut débit. Il faut savoir que c'est curieux d'en parler autant aujourd'hui alors qu'on sait maintenant que le génome n'explique pas tout. Le programme génétique qu'on a dans nos cellules, il est influencé par des phénomènes qu'on appelle épigénétiques et par l'environnement. Même par la psychologie. On sait très bien, chacun, qu'on va avoir un code génétique qui va être réceptif, en quelque sorte, à des éléments extérieurs qui vont modifier sa lecture. Dans beaucoup de maladies, les gènes ciblés par les tests génétiques ne jouent qu'un rôle limité parmi de nombreux autres facteurs, en particulier environnementaux. Donc, détecter une anomalie, un défect sur le plan génétique, ne donne pas la solution totale, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'autres possibilités qui permettent de comprendre ce qui va se passer. Et Jean-François Mattei attire le regard sur la prudence concernant le décryptage de l'ADN, en disant « Nous ne sommes probablement à un niveau de compréhension du génome humain qui a environ 1%. 1% de compréhension, vous vous rendez compte? Donc c'est vraiment, alors qu'on essaie de nous faire croire qu'on va posséder ce genre de raisonnement pour proposer donc des solutions génétiques. Donc il y a quand même une possibilité de modification avec, j'ai l'idée, sur les cellules somatiques, il y a ces cellules pluripotentes, il y a le transfert de gènes synthétiques à condition d'utiliser cela uniquement sur des cellules somatiques, et pas du tout sur les cellules germinales. Réflexion sur les cellules chimériques, c'est à voir. Toujours est-il qu'il y a des recherches qui peuvent avoir tout de même un sens éthique. Donc on n'est pas uniquement dans le non, j'allais dire le sens grognon, il faut refuser tout ce qui est nouveau. Il y a des choses tout à fait positives, il faut savoir les soutenir et savoir ce qu'il en est. Alors plus rapidement, je vous reparlerai du diagnostic prénatal et de l'inconvénient de cela. Il ne faut pas voir, donc d'abord dans le diagnostic prénatal, il y a le dépistage. Et ce dépistage, il peut être fait dans le bon sens pour une prise en charge périnatale, qui verrait donc le fœtus comme un patient non encore né. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir ce qui se passe avant la naissance. Vous savez les progrès qu'il y a, que ce soit avec le dépistage, en particulier par l'échographie, de voir des détails extrêmement importants, de voir par exemple que l'évolution naturelle d'un fœtus, si on le laisse évoluer tel que, eh bien, il aura sans doute des conséquences extrêmement importantes. Donc, modifier la prise en charge par un accouchement plus précoce, par un geste anténatal, etc. Donc, le diagnostic anténatal n'est pas associé uniquement à la détection pour la suppression des enfants, des fœtus qui seraient porteurs d'anomalies. Mais on peut imaginer bien sûr que ce soit la sélection des embryons non porteurs, comme j'en ai parlé tout à l'heure, dans le diagnostic pré-implantatoire, ou pour des raisons que l'on peut comprendre, l'anomalie donc qui peut être transmise d'une génération à une autre et entraîner malheureusement des séquelles extrêmement graves, eh bien c'est sûr qu'on essaie de répondre à une solution, mais est-ce que c'est une solution de détecter les embryons qui en sont porteurs, non pas pour les traiter, mais pour les supprimer? Et vous imaginez que derrière ce mot de pathologie, on va pouvoir éventuellement ouvrir ce genre de détection à d'autres critères qui sont des critères au-delà du pathologique. On va demander finalement d'avoir un embryon parfait. Le choix de l'embryon, on va choisir un garçon, une fille, des yeux bleus, des cheveux clairs, je sais pas quoi, et même payer pour cela, donc marchandisation de l'embryon, voire demander éventuellement par des gestes génétiques, et ça peut l'être par les expérimentations qui sont faites aujourd'hui, pour obtenir donc des capacités qui sont au-delà des qualités naturelles et qui vont être demandées. Donc la génétique, sur ce plan-là, avec le séquençage de l'ADN, peut effectivement identifier des gènes de maladies héréditaires et des facteurs génétiques de prédisposition à pas mal de pathologies, et donc va permettre de donner une prédiction. Et où est-ce que le danger de la prédiction, c'est qu'on n'est pas certain, on pense que sans doute il va y avoir un sujet. Donc quelle information va-t-on apporter aux personnes, en particulier aux parents qui attendent un enfant, et quel consentement on va leur demander? Les écueils de cette prédiction, première chose, c'est que ça fait entrer le patient, avant même qu'il soit malade, dans la maladie. La deuxième chose, c'est que
avec l'extension de cette prédiction, ce dépistage des affections génétiques peut glisser progressivement vers la sélection des enfants à naître. Un des dangers du diagnostic anténatal qui pointe actuellement, c'est de rendre le dépistage obligatoire. C'est une proposition qui a été faite par plusieurs, ce qui veut dire qu'on va transformer les parents comme responsables d'avoir un enfant porteur d'un lourd handicap. Parce qu'ils ont été prévenus que leur enfant allait sans doute avoir un handicap, et donc du coup ils ne sont plus victimes de quelque chose qui leur arrive, mais coupables d'avoir fait naître un enfant qui était porteur du handicap. Se posera la question alors, si cela devient obligatoire, est-ce qu'on aura le droit de ne pas savoir? La deuxième chose, où commence la pathologie, où va commencer la fragilité, la vulnérabilité? Est-ce qu'il y a un seuil de non-concordance à la norme de l'homme parfait? Le père Aubetit tout à l'heure parlait de l'homme parfait autonome. Hein. Autonome, qui est autonome complètement? Est-ce qu'on doit espérer un homme complètement parfait? Vous voyez qu'on rejoint encore les projets du transhumanisme. Alors, on voit, et c'est clair que la vulnérabilité, elle fait partie de la condition humaine, et cette vulnérabilité, elle commence dès avant la naissance. À la naissance, on va faire l'expérience d'une part de la non-maîtrise, c'est-à-dire en fait, on n'a pas voulu naître. Ensuite, de la dette, puisqu'on doit la vie à quelqu'un, et de l'altérité. L'altérité, c'est-à-dire qu'en fait, on va découvrir qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, et on va découvrir quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Vous voyez, ces trois points sont complètement opposés à la vision du transhumanisme qui veut tout dominer. Il veut tout dominer jusqu'à la nature elle-même, puisqu'en fait la nature n'est plus vue comme quelque chose de naturel et positif. Pour certains philosophes, la nature, pas de bien ou de mal, pas de sens moral dans la nature. Le bon sens nous dit bien sûr l'inverse. Heureusement, aujourd'hui, il y a des propos sur le plan de l'écologie qui nous montrent que la nature, il faut la défendre. Et pour nous chrétiens, c'est une révélation qui nous l'apprend. La nature a été créée par Dieu, et Dieu vit que cela était bon, et la vie est un don. Le pape François rappelait que la nature est l'art divin inscrit dans les choses, dans Laudato Si. Alors, au travers de tout cela, vous me direz, c'est pas très positif tout ça. Je dis ici, la science, il ne faut pas la voir uniquement comme un adversaire. Au contraire, il faut savoir jusqu'où on peut la pousser, l'aider, etc. Première chose, je crois que c'est important, il faut savoir réaffirmer la vérité. Et qu'il n'y a pas d'opposition entre la science et la foi. L'embryon est un humain. La science doit le dire, la foi le sait. Ce n'est pas la perception affective ou le désir parental qui fait que c'est un être humain. Il faut favoriser et soutenir les recherches, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont éthiques. Je ne reviendrai pas dessus. Et enfin, et je crois que voir l'affluence qui est là aujourd'hui, je crois à chaque fois avec ce qui est fait et dans d'autres diocèses également, de montrer que vous êtes là pour essayer d'enrichir vos connaissances, pour réfléchir, et c'est important donc cet enrichissement de la personne. Ce qui fait qu'on est un homme et une femme uniques, c'est qu'on forge notre fort interne. Ce fort interne, donc, qui est le lieu inviolable de notre conscience. Et la conscience, elle n'est pas uniquement liée à la biologie, aux neuromédiateurs, comme on veut le faire croire, ou au flux électrique. Elle n'est pas non plus uniquement enfermée dans un conditionnement culturel et social. Elle n'est pas non plus imperméable à cela, mais elle est bien au-delà de cela. C'est ce qui permet notre réflexion, ça s'agit de la vérité, mais c'est là où se déploie notre vérité, et c'est là où Dieu nous parle. Alors, l'évolution, avec la proposition de loi, on voit très bien que certaines vont sans doute passer, d'autres, il faut essayer de voir si on peut éviter qu'elles passent. On va se dire, oui, mais finalement, c'est inéluctable. L'évolution est inéluctable d'une éthique de consensus qui est relativiste, sans autre référence que l'évolution de la société, avec les avancées techniques qui sont ouvertes par les techniques. Et moi, je voudrais finir avec cette phrase de José Luis Borges, l'avenir est inéluctable, mais il peut ne pas arriver. Dieu aime les intervalles. Merci de votre attention. Maintenant, nous avons vos questions nombreuses apparemment qui nous viennent. D'accord, la première question, Monseigneur. La consultation des États généraux vient de s'achever. De nombreuses propositions défendent la procréation biologique dans tout cadre parental. Alors que la loi Taubira a abrogé la procréation unique comme principe et face à l'urgence vitale, les laïcs sont-ils autorisés à porter dans la société athée des propositions de défense de la procréation biologique
y compris dans les nouvelles formes de famille. Autrement dit, les laïcs sont-ils autorisés de porter des propositions qui diffèrent de celles de l'Église, mais qui protègent l'essentiel, la procréation biologique, donc l'humanité unique? Je ne comprends pas bien la question, à vrai dire. Ce que je sais, la procréation unique, mais en fait, il y a une procréation naturelle, tout simplement, c'est-à-dire la rencontre de l'homme et de la femme. C'est ainsi que la sexualité est apparue. Au départ, effectivement, la reproduction se fait par scissiparité, c'est-à-dire les cellules se divisent en deux et donnent deux individus différents. C'est pour ça qu'en biologie, il y a une différence entre individu et indivisible. Individu ne veut pas dire indivisible, puisqu'une bactérie, c'est un individu biologique. Il se divise en deux, qui donne deux individus biologiques. Donc ce n'est pas indivisible et individu n'est pas la même chose. Je dis ça entre parenthèses pour les histoires de jumeaux. Il y a bien une unité humaine, effectivement, c'est une entité humaine, c'est un individu humain, mais individu ne veut pas dire indivisible en biologie. Bon, ça ne répond pas à la question, mais comme je ne comprends pas la question, je donne la réponse. Je fais comme Georges Marchais, ce n'est pas votre question, mais c'est ma réponse. Essayez de comprendre, c'est-à-dire que quelque part, donc, après est apparue la sexualité. La sexualité a permis une diversification biologique et la possibilité, effectivement, d'une croissance particulière et d'un enrichissement de l'information. La génétique, c'est une information qui va s'enrichir au fur et à mesure de l'évolution, entre parenthèses. Or, en général, d'après le principe d'entropie, tout s'use et tout diminue. Or là, on est quand même étonné, même sur le plan scientifique, comment se fait-il que l'information croisse? N'y aurait-il pas une intelligence à l'origine de cette croissance d'informations intelligentes et intelligibles? Bon, ça, c'est en passant. Et donc, on arrive à la sexualité humaine. La sexualité humaine, effectivement, elle est faite pour l'émergence d'un nouvel individu qui n'est ni son père ni sa mère, et c'est la manière. Un homme et une femme. Tout à l'heure, le professeur a dit que nous avons à apprendre à nous recevoir. Effectivement, aucun d'entre vous n'a voulu décider de vivre à un moment ou à un autre. Il faut d'abord commencer à apprendre à être fils. Et il me semble que c'est la première chose à faire, arriver à s'accepter soi-même, à accepter sa vie et à habiter sa vie peu à peu. C'est ça, en fait, une humanisation. Après, le fait d'être né d'une rencontre d'amour entre son père et sa mère nous permet de nous identifier. Alors je ne dis pas que ceux qui sont nés autrement, c'est-à-dire au lieu d'être nés dans une couette, ils sont nés dans une éprouvette, mais quelque part on voit bien que ce n'est pas si simple. On a eu un exemple récent d'un jeune homme de 30 ans qui a recherché son père biologique alors qu'il n'avait aucune raison, il avait été élevé de manière tout à fait aimante par ses parents, mais il recherchait celui qui avait donné son spermatozoïde. Et donc ce n'est pas si simple, alors que là il s'agit de quelque chose, d'un couple qui était construit, qui s'aimait, etc. La procréation médicalement assistée a fait que ce garçon a eu besoin de connaître son identité et son identité biologique. Mais pas seulement son identité biologique, parce que son identité biologique, il lui suffisait de faire son génome. Non, son père, celui qui est à l'origine justement de son existence. Alors mettre en jeu une autre forme de procréation en permettant qu'un enfant puisse naître toujours d'un père et d'une mère, mais en le privant effectivement de la connaissance de son père, ce qui va en l'encontre des droits de l'enfant qui ont été votés en 89 et 90 à l'ONU et signés par la France, c'est quand même quelque chose dont on ne sait pas les conséquences psychologiques sur l'enfant. On a beau dire qu'on a fait des tests, tout va bien, ça c'est des études américaines, que ça arrange bien, mais en fait on ne sait rien du tout aujourd'hui, ça c'est sûr. Voilà, alors je ne sais pas si ça répond à votre question, parce que comme je ne l'ai pas bien compris, la deuxième... Excusez-moi, mais peut-être, professeur, l'avez-vous comprise? Avec toutes ces questions liées à la GPA, l'avortement, la sélection, les PMA, les enfants par rapport au risque trisomique, le choix des gènes possibles du futur enfant en élargissant le cadre, la possibilité future du clonage et du transhumanisme, ne sommes-nous pas à l'aube de la société de l'antéchrist annoncé dans l'Apocalypse? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait que je demande à Saint Jean ce qu'il a voulu dire quand il parlait de l'Antéchrist. Mais vous savez, le livre de l'Apocalypse est un des livres les plus difficiles.
qui soit, il faut vraiment connaître toute la Bible. Je ne sais pas. Il y a certainement, effectivement, un combat. C'est pas un combat contre les gens, hein, contre quelqu'un. C'est un combat toujours pour plus d'humanité. Je crois vraiment au progrès. Je crois vraiment au progrès technique. Hein. C'est formidable le progrès technique. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a entendu sur le diagnostic prénatal que le professeur utilise justement pour améliorer les vies, pour sauver des vies, pour faire qu'un enfant puisse naître dans de bonnes conditions, c'est extraordinaire. Mais encore une fois, c'est ce qu'on en fait. Quand le diagnostic prénatal sert à éliminer les trisomiques, on peut quand même se poser des questions. Donc vous voyez, ce n'est pas la question d'être contre un progrès technique. La question, c'est où se situe le progrès humain? Est-ce que tout progrès technique est un progrès humain? C'est ça l'éthique. C'est de se poser la question, est-ce que ce que nous faisons est au service d'une plus grande humanité? Et c'est ce vers quoi on se bat. Alors, l'antéchrist, c'est celui qui lutte contre l'image du Christ dans l'humanité, celle qu'il est venu marquer en nous. Effectivement, il y a peut-être quelque chose d'une image du Christ qui serait déformée dans ce combat. Alors, encore une autre, en 1985, puis après je vous donne la parole, professeur, parce que en 85, alors que j'étais enceinte de 5 mois et demi, l'enfant est mort en mon sein. Le fœtus a été expulsé, bien sûr. Des mois après, j'ai appris que l'hôpital avait utilisé le fœtus de cette époque à des fins de recherche. Je rappelle qu'à cette époque, on ne pouvait pas inscrire cet enfant sur le livret de famille. Question. Le fœtus étant mort naturellement, que pense l'Église de son utilisation? Bien, ce fœtus, nous croyons qu'effectivement, il a été voulu par Dieu. C'est un enfant qui est accueilli par Dieu. Jean-Paul II, d'ailleurs, l'a dit quelque part à la fin de son encyclique sur l'évangile de la vie. Et donc, voilà. Alors, l'utilisation de ce fœtus, tout dépend ce qu'on en fait. Et encore une fois, il y a une loi qui montre, qui n'a été pas facile à mettre en œuvre, le respect du cadavre. Vous savez, quand on fait une dissection aujourd'hui d'un cadavre, ou quand on fait une autopsie d'un cadavre, on a le devoir de le reconstituer, par respect pour le corps qui a porté cette personne. Donc, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Ce n'est pas sur le fait, effectivement, le fœtus était mort, si on a utilisé une cellule ou 2 cellules, peut-être. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en a fait, effectivement, de ce corps? Dans quelle mesure on respecte ce qu'il a été, ce qu'il fut et ce qu'il sera? Donc voilà, il n'y a rien de spécial, encore une fois, si c'est une utilisation ponctuelle, comme par exemple si je meurs et je dis, eh bien, je lègue mes yeux. Bon, ils ne sont pas terribles, mais ils ne feront pas une affaire. Hein. Je lègue mes reins. Ils marchent pas mal, mais je fais des coliques néphrétiques, donc ce n'est pas un cadeau. Enfin bref, là, effectivement, ce n'est pas une question de non-respect du corps. Le corps est donné, je fais un acte de don, on utilise mon rein, ça va sauver une vie, c'est parfait. La question, c'est que mon corps n'est pas réduit en miettes. Alors on peut faire n'importe quoi avec un corps, hein, mais le corps est respecté. Encore une fois, c'est le respect, toujours, il y a un respect de la personne, y compris de la personne défunte. Ça a toujours existé, enfin toujours existé, ça dépend, mais enfin dans des pays justement qui avançaient en civilisation, c'est plutôt la question, c'est comme ça que la question est posée, je crois, et la manière dont on peut le répondre. Mais comme je ne sais pas laquelle manière ils l'ont utilisé, votre enfant, je ne sais pas. En tous les cas, sachez que Dieu, lui, l'a accueilli, c'est quand même la chose la plus importante. Pourquoi créer des embryons pour la recherche alors qu'il existe déjà tant d'embryons surnuméraires? Il y a une autre question sur le même sujet un petit peu. Que deviennent les embryons surnuméraires sans projet parental et non utilisés pour la recherche? Est-ce acceptable de les détruire? Alors, c'est vrai que la question pourquoi créer des embryons alors qu'il y en a déjà, c'est sûr. Le problème éthique se pose déjà d'emblée, c'est qu'en fait, ceux qui sont surnuméraires, c'est déjà des embryons qui existent, et le problème éthique est déjà présent, c'est qu'en fait, ce sont des êtres humains qui sont en attente. Je crois qu'il y en avait en 2016, il y en avait 21 000, quelque chose comme ça. Et donc, autrement dit, alors est-ce que c'est acceptable de les détruire? Moi, je me souviens toujours des premières discussions, enfin, disons, réflexions qu'avait faites l'Église en France concernant le débat sur la PMA au tout début, il y a une trentaine d'années facilement, et qui disait, oui, mais vous verrez, le problème, en dehors de tous les problèmes qui étaient soulevés, c'est qu'il va y avoir la création d'embryons surnuméraires, vous ne saurez
savait pas quoi en faire. Et du coup, aujourd'hui, on dit, maintenant, il y a des embryons surnuméraires, qu'est-ce qu'on en fait? Donc en fait, la question était déjà là, c'est qu'en fait, vous allez créer des embryons qui vont être non réimplantés. Et donc, alors, est-ce que des parents peuvent dire je donne mon embryon pour la recherche? Vous voyez, un petit peu, c'est une question extrêmement épineuse, et je pense que alors, la réponse scientifique, je comprends effectivement pourquoi on utilise des embryons surnuméraires, parce que c'est pas cher à la limite, hein, c'est sûr qu'il y a déjà des embryons, c'est accepte de les détruire. Je dirais que l'évolution naturelle d'un embryon, si il n'a pas le milieu de culture, c'est qu'il va mourir. Donc, est-ce qu'il faut, je ne sais pas, là c'est vraiment une question, vous voyez, qui est ouverte, avec quelque chose qui a été créé alors qu'on savait déjà le danger que c'était d'avoir des embryons en plus. Oui, bien sûr. Je me rappelle avoir été, quand je passais le diplôme universitaire de 3e cycle en bioéthique à la faculté de Créteil, il y avait une dame professeure justement dans la recherche embryonnaire, enfin pas dans la recherche embryonnaire parce que ça n'existait pas, mais la question des embryons surnuméraires. Elle disait que parce qu'elle faisait des fécondations in vitro, c'était un peu au commencement, et elle disait, mais pour avoir un embryon, aujourd'hui on en met 8 en œuvre. Alors, il y a un étudiant un peu stupide qui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites des 7 autres ?» Elle n'a pas su répondre. Et là, c'était avant qu'on décide de faire quelque chose avec ces embryons. Et donc, dès le départ, on savait qu'on allait mettre des embryons. C'est ça la question. C'est pas la question « Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ?» C'est-à-dire que c'est comme si vous demandiez des choses épouvantables, qu'on a fait des choses mauvaises, et puis alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant des personnes... qu'on a torturé, enfin je sais pas, moi je veux dire que la question elle se pose toujours en amont, la question morale. C'est pas, voilà, maintenant c'est comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? C'est avant de poser, vous savez, l'intelligence humaine, elle discerne, elle réfléchit, elle pose un acte. Là on a posé un acte et on réfléchit après. Donc c'est quelque chose d'inhumain. Ce qui est humain, c'est de réfléchir pour poser un acte. Là on a posé un acte et on réfléchit après. Donc je dis c'est inhumain. Alors comment expliquer le refus de certains scientifiques de se contenter de la possibilité de faire des recherches sur les cellules souches pluripotentes qui ne posent pas de problème éthique et semblent donner de bons résultats? Je voulais exprimer un petit peu tout à l'heure, c'est qu'en fait effectivement il y a un projet de recherche qui est parti sur des techniques qui utilisent l'embryon et les gens ont mal à revenir en arrière par rapport à des recherches qui aboutissent aujourd'hui déjà pour des résultats patents. La preuve, je vous disais tout à l'heure, c'est que l'Institut LISTEM, qui est à Évry, qui a avec pour mission plutôt de faire des cultures et des études des cellules embryonnaires, finalement fait aussi des études de cellules pluripotentes induites avec des résultats qui sont déjà plus probants que les autres études qui n'aboutissent pas. Donc, alors comment je l'explique? C'est la personne qui s'embarque dans un projet qui ne voit plus qu'en fait, il a perdu la fin de ce projet et le but de ce qu'il cherchait. Quelques-uns, là, il y a deux questions sur les cellules, j'en ai pas parlé à partir du cordon ombilical, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, les cellules souches donc, qui se retrouvent dans le cordon ombilical, il faut savoir qu'il y a des centres qui les recueillent, avec donc des banques qui permettent de les garder, et on sait que c'est un progrès immense de possibilités justement de cellules qui ne posent aucun problème éthique, puisqu'en fait elles ne peuvent pas donner d'embryon, puisqu'elles sont déjà à un stade plus différencié que celui qui pourrait donner un embryon. Par contre, elles peuvent donner plein de tissus différents. Elles sont multipotentes, ça s'appelle, donc c'est en fait elles peuvent donner elles peuvent revenir un petit peu à la souche, hein, et donc donner plusieurs types de cellules et remplacer donc des cellules déficientes. Donc je pense qu'il faut vraiment, quand on argumente un peu sur ces sujets-là, montrer qu'il y a des projets alternatifs, ce que je disais tout à l'heure, et je pense que la phrase de Testard est vraie, c'est qu'en fait il y a des choses qui sont cachées. Alors est-ce que c'est volontairement ou est-ce que c'est parce qu'on est parti dans sa recherche et on ne voit pas ce qu'il en est à côté? Toujours est-il que c'est évident qu'il y a des résultats avec des cellules comme ça. Alors, j'ai manipulation génétique et principe de précaution, tout à fait ce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça c'est le principe de précaution devrait être que avant de faire une manipulation embryonnaire, il faut, par principe de précaution, vous ne pouvez pas dire que c'est pas une personne humaine, donc
a priori, il faut la considérer comme une personne humaine, parce que vous ne savez pas si ce n'en est pas une. Et le scientifique n'a pas le droit de dire que ce n'est pas une personne humaine. Bon, alors, le scientifique, bon après, moi, le scientifique que je suis, étant aussi un homme et un chrétien, je veux dire c'est une personne humaine, mais personnellement parce que je le crois. Mais ma science ne permet pas de me dire que c'est une personne humaine, c'est pas son domaine. Donc autrement dit, principe de précaution voudrait dire ça. Alors faire attention aussi pour une autre chose, principe de précaution, ça ne veut pas dire qu'on est frileux. Il faut savoir que la recherche, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des domaines de la recherche qui sont extrêmement intéressant et que il faut bien regarder si il n'y a pas un principe de peur. Là, c'est précaution, c'est pas tout à fait la même chose. C'est d'être prudent, mais aussi de vouloir être un peu aventurier aussi. Mais dans un domaine où on va être éthiquement capable de pouvoir réfléchir. Ouais. J'ai une question justement sur la personne. Vous allez très vite sur l'embryon est une personne. Développez alors la personne comme être de relation pour l'appliquer à l'embryon. Eh bien, de toute façon, on sait justement que l'embryon est un être de relation, puisque maintenant, de plus en plus, on sait que l'embryon a des relations avec sa mère. Mais ce n'est même pas une question de relation. Qu'est-ce que ça veut dire le mot personne? Alors, c'est très complexe, justement. Vous savez qu'il y a plusieurs définitions. Le premier mot qui est apparu, c'était le fersu, c'est-à-dire le masque qu'on portait pour la déesse Perséphone. C'était avant les Romains. Et après, les Romains sont arrivés, ils employaient le terme de persona, qui signifiait persona, c'est parler à travers, c'est donc le masque du théâtre. Et la personne correspondait, au temps de Cicéron, à la fonction que vous aviez. Par exemple, imaginez qu'un individu un peu bizarre soit à la fois prêtre et médecin. Ça veut dire que c'est deux personnes. Du temps des Romains, c'est deux personnes, c'est-à-dire qu'il a deux fonctions sociales. Et c'était comme cela que c'était pris. Ensuite, eh bien, ceux qui sont venus bouleverser les choses sont les chrétiens. Parce que comme ils n'arrivaient pas à définir Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il a fallu les définir en un Dieu unique. Et c'est eux qui ont repris le mot de personne. Et c'est ainsi que le mot de personne a été attaché à la relation qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La personne, c'est une personne divine, mais là il s'agissait d'une personne divine et non pas d'une personne humaine. Pour qualifier chacun des trois de la Trinité, on a employé le mot personne comme relation substantielle, c'est-à-dire relation qui fait exister chacune des trois personnes. Ce n'est pas tout à fait vrai pour ce qui est humain. Il y a eu d'ailleurs une définition au 5e siècle, c'était la définition de Boès au 5e siècle, substance individuelle de nature rationnelle, c'est-à-dire l'être même, si vous voulez, capable de raison. Voilà, c'est ce qui définissait son, donc c'est l'être en soi. Et la relation, c'est l'être vers. Et c'est au XVIIe siècle, encore les anglo-saxons, vous voyez bien qu'ici on est quand même sur deux types de choses. C'est des relations basées sur le contrat, c'est comme ça que la médecine anglo-saxonne fonctionne, alors que nous, elle fonctionne encore sur les relations médecin-malade fondées sur la confiance, c'est-à-dire de relations interpersonnelles qui sont très importantes, à mon avis, pour exercer effectivement la médecine, parce que ce ne sont pas seulement des pilules, des molécules qui vont agir sur un ensemble moléculaire. L'être humain est beaucoup plus compliqué et justement c'est un être de relation. Mais John Locke va définir la personne humaine comme un être intelligent et pensant, doué de raison et de réflexion, donc on est encore dans la définition, mais conscient de son identité et de sa permanence dans le temps et de l'espace. Et on va arriver au déplacement de la notion de personne comme un être de relation, mais capable de cette relation, conscient de cette relation. Autrement dit, aujourd'hui, par exemple, les chercheurs américain comme Engelhardt, qui est médecin et philosophe, va dire que, eh bien, un enfant handicapé, une personne dans le coma n'est pas une personne humaine. C'est un être humain, mais ce n'est pas une personne humaine. Et donc, il n'a pas droit au statut de personne humaine, donc n'a pas de protection juridique. Donc vous voyez, si vous commencez à vouloir rentrer dans les questions de personnes, on va sur un terrain extrêmement compliqué. La définition philosophique de la personne est quelque chose de compliqué en fonction qu'on considère l'être en soi, l'être de relation, ou ce qui constitue la personne divine, qui est encore autre chose,
qui est la relation substantielle, c'est-à-dire la relation par laquelle il existe en tant que personne. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais c'est pour vous dire qu'il doit être considéré comme une personne. Voilà ce que disent les Allemands, par exemple. Tout simplement parce que les Allemands, comme les Français, normalement, fondent encore sur le droit romain, alors que les Anglais sont sur la common law. Et donc, le droit romain n'admet que deux choses. Il y a soit les choses, soit les personnes. Or, comme l'embryon n'est pas une chose, les Allemands disent, le rapport Benda en 1984 dit que l'embryon doit être considéré comme une personne. Nous, on a mis le derrière entre deux chaises, comme d'habitude, en disant personne potentielle. Donc, moi, je dis, comme Tertullien, il est déjà un homme, celui qui le sera. Vous voyez, Tertullien, il y a longtemps qu'il vivait, c'est un chrétien des premiers siècles, eh bien, il est déjà un homme. Et c'est normal qu'on considère déjà comme une personne celui qu'il est. Alors, sa définition juridique, c'est autre chose, parce qu'il y a la personne juridique qui est sujet de droit. Or, aujourd'hui, il faut bien savoir, effectivement, que l'embryon n'est pas sujet de droit, donc il n'est pas personne juridique. Mais est-il pour autant une non-personne? Voilà, donc j'ai essayé de répondre à votre question. Cette fois, je l'ai comprise. La recherche sur l'embryon peut tout long empêcher les naissances d'handicapés, donc de personnes handicapées. Est-ce que la recherche sur l'embryon peut le permettre? Vous avez compris, c'est plutôt une détection qui va... Aujourd'hui, vous le savez malheureusement que la détection, elle va plutôt dans la trisomie 21. Le fait d'avoir une pratiquement certitude de l'anomalie conduit à peu près 98% d'interruption de grossesse. Donc ça veut dire que c'est pas une suppression du handicap, c'est une suppression de la personne qui porte le handicap. Et cette recherche sur la détection, elle est faite vraiment dans cet esprit-là, et malheureusement, la plupart du temps, elle n'est pas faite dans le sens de la thérapeutique. Une question sur les progrès de la radio, en particulier du 3D, qui devrait permettre de reconnaître le fait qu'un embryon est bien un être humain. C'est certain, vous savez bien qu'avec les progrès, par exemple, sur l'imagerie échographique anténatale, quand on voit les progrès qu'il y a, c'est absolument paradoxal de voir qu'on ne considère pas le fœtus comme un être humain à part entière, parce qu'en fait c'est absolument évident. C'est absolument évident, et c'est vraiment à ce moment idéologique. Et donc, effectivement, tous les progrès qui sont faits dans l'imagerie en particulier devraient permettre de mieux comprendre. Alors, au stade embryonnaire, c'est peut-être un peu plus difficile, certainement, parce qu'à ce moment, vous allez avoir deux choses, soit une description de façon à mieux comprendre comment évoluent les choses. Certains vont s'émerveiller en voyant le développement de la vie, et puis d'autres vont considérer au contraire cette vision de l'embryon comme quelque chose qui ne nous ressemble pas. Et comme aujourd'hui, il faut reconnaître, beaucoup de gens sont marqués par l'affect, par le ressenti, c'est sûr qu'on ne ressent pas beaucoup d'émotions en voyant un embryon. Vous pouvez vous projeter quelques photos d'embryon au début, heureusement que vous avez évolué, quoi. Alors les objections qui sont faites concernant l'embryon au premier stade, par le fait que ça peut être donc un embryon, un fœtus non viable, je crois que c'est pas ça qui va permettre de dire que c'est pas un être humain ou pas. Je pense que de toute façon, je pense que vous êtes tous au courant que chacun d'entre nous va mourir un jour. C'est pas pour ça qu'on n'est pas un être humain à part entière. Donc malheureusement, il y a des vies qui sont très courtes. Et je crois que pour le voir, moi personnellement, dans mon activité professionnelle, en anténatal, quand vous avez des gens qui ont à attendre un bébé qui a une anomalie très lourde ou une malformation qui va malheureusement, qui ne laisse aucun espoir de vie à cet enfant ultérieurement, la meilleure façon de les aider, c'est qu'ils fassent le deuil de cet être qu'ils portent, et non pas de dire que ce n'est pas un être humain. Je pense qu'il y aura des séquelles dans ces cas-là, et qu'on n'aide absolument pas les gens en diminuant la qualité humaine de cet enfant qu'ils ne pourront pas avoir, enfin qu'ils avaient au stade de fœtus, d'accord, mais malheureusement qui n'est pas allé au-delà. Et je pense qu'il faut absolument au contraire les aider à réaliser que ce petit bébé, puisqu'en fait comme ça le bébé c'est cool, on peut aller jusqu'à l'adolescent pratiquement avec le mot bébé pour certains, hein. Et donc du coup ce bébé qu'ils attendent, il a vraiment une réalité. Moi j'aide les gens, j'essaye de les aider, et
même éventuellement qui donne un prénom à ce bébé avant la naissance, même si derrière, malheureusement, il n'y a pas de projet possible de vie ultérieure. Mais je crois qu'il ne faut pas penser que, en disant que ce n'est pas un être humain, on va rendre service aux personnes, au contraire. Donc voilà, la réponse que je puisse formuler, c'est pas parce qu'il ne va pas vivre que c'est pas un être humain pour autant. Pourquoi l'Église de France, laïcs, clercs et évêques ne disent jamais la déclaration du pape Jean-Paul II du 24 février 1998 à l'Académie pontificale pour la vie? Il dit explicitement « animation immédiate » et que la conception humaine, début de la vie, est au moment de l'apparition du premier noyau humain individuel, zygote, fusion, etc. Si, je pense que nous le disons, hein, et nous l'avons dit souvent, mais c'est beaucoup plus complexe que cela en fait. Vous savez que la question de l'animation, c'est-à-dire la présence de l'âme. Anima, c'est l'âme. Animation, c'est la présence de l'âme. Alors, il y a toujours une âme, parce que l'âme, c'est le principe de vie. Donc, dès le début, il y a un principe de vie. La vraie question, c'était à quel moment l'âme spirituelle, directement créée par Dieu, apparaît-elle? C'est ça la question. C'est bien sûr, dès le départ, à partir du moment où il y a un être vivant, c'est le cas, il est animé. C'est-à-dire une présence de l'âme. Âme comme anima, principe de vie. Le principe de vie, il est dès le départ. Alors, vous savez qu'Aristote, puis après Thomas d'Aquin, a repris ces schémas. Il y a une âme végétale, une âme animale et une âme spirituelle. C'est l'âme spirituelle qui est directement créée par Dieu. Cette âme spirituelle, à quel moment vient-elle? Ça a été très discuté dans l'Église. Certains ont dit qu'elle n'était pas tout de suite, même Thomas d'Aquin dit qu'elle n'est qu'au 40e jour. Donc vous voyez, c'est pas Thomas d'Aquin. Alors que Grégoire de Nice disait dès le commencement. Maxime le Confesseur, dès le commencement. Donc c'est une question controversée, ça ne change rien. Celui-là, il est fait pour accueillir l'âme spirituelle. Maintenant, l'Église dit clairement, effectivement, qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une distance entre l'apparition de la vie, c'est-à-dire le principe vital, et son principe spirituel directement créé par Dieu. Donc effectivement, l'Église dit, il n'y a pas de raison, elle ne décrète pas en fait, hein, c'est plus complexe, mais elle le dit effectivement qu'il faut accueillir cette création directe par Dieu de l'âme spirituelle dès le commencement de la vie. Alors voilà, cette question controversée, mais ça ne change rien au fond, hein, c'est-à-dire que l'âme directement créée par Dieu, c'est que dès que celui-là est vivant et qu'il est un être humain, Dieu lui donnera une âme spirituelle, laquelle âme spirituelle est immortelle, c'est-à-dire n'est pas atteinte par la vie puisque directement créée par Dieu, au-delà de la matière qu'elle informe. Voilà. Bon. Mais aujourd'hui, l'Église l'admet comme immédiate. Mais encore une fois, voilà, c'est un principe. Mais ça ne change rien, moi, je crois fondamentalement. Mais c'est vrai que c'est, encore une fois, je vous dis les disputations qu'il pouvait y avoir dans l'Église à ce sujet au commencement de la réflexion. Alors les 40 jours, c'est parce qu'Aristote disait cela, je pense que c'est la question, vous savez, l'âme c'est la forme de la matière et la forme c'est aussi ce qu'on voit. Alors c'est vrai que maintenant, à l'époque d'Aristote, comme il était zoologiste, il a dû regarder effectivement des produits d'avortement spontané et il voyait qu'à 40 jours, on voyait quand même une forme, la forme de l'animal, qu'avant on ne le voyait pas. Et pourtant, il était bien là. Aujourd'hui, on sait que c'est là. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces considérations. C'est des détails. Je veux dire qu'on ne va pas se disputer sur le sexe des anges. Ce qui est sûr, c'est que cet enfant, puisqu'il existe, a été voulu par Dieu. Et puisqu'il est voulu par Dieu, eh bien Dieu l'appelle effectivement à entrer dans cette dimension divine pour laquelle il est fait, c'est-à-dire cette âme spirituelle directement créée par lui, et dont la destination ultime, la finalité, c'est de vivre en communion avec Dieu dans l'amour, tout simplement. Les embryons sont en perpétuelle évolution, est-ce qu'on peut les maintenir dans un état? Je pense que la question c'était pour savoir est-ce qu'on peut effectivement les garder pendant un moment. Donc effectivement il y a des techniques de cryoconservation ou autres techniques encore aujourd'hui plus sophistiquées qui permettent de freiner l'évolution, voire de pratiquement l'arrêter pour ensuite qui se redéveloppent. Donc effectivement c'est une possibilité aujourd'hui qui est utilisée, qui est proposée.
L'autre chose, est-il vraiment nécessaire de définir un statut de l'embryon? Je crois qu'effectivement, c'est une sorte de combat d'arrière-garde, j'allais dire. Je pense pas que ce soit... On peut très bien arriver à dire que l'embryon a une vie humaine. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites dans votre mot. Hein. Ne suffit-il pas d'affirmer qu'il s'agit d'une vie humaine en voie de développement? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le statut de l'embryon à lui-même, en fait, ça dépend de ce qu'on veut. Dans l'efficacité de la demande, on ne l'aura pas, ça. Donc aujourd'hui, il y a un tel affrontement sur le plan idéologique sur ce plan-là qu'on n'aura pas de statut d'embryon. Et je ne sais même pas du coup si c'est souhaitable, parce que si on l'a, ça ne va pas être le statut qu'on attendait. Je crois qu'il faut mieux, de façon claire, exprimer ce qu'est la vie et le développement très rapidement comme on l'a fait, mais simplement pour montrer finalement il n'y a pas de discontinuité. Vous voyez, c'est des événements qui se passent au fur et à mesure du temps. Il y a la nidation et la naissance. Vous voyez, même la naissance, ça ne définit pas. Vous avez, moi je prends toujours l'exemple de deux femmes qui attendent un bébé. Il y en a une qui est à 28 semaines et l'autre qui est à 37 semaines. Celui qui est à 28 semaines naît, il est nouveau-né. Celui qui est à 37 semaines n'est toujours pas né. On respecte celui qui est né uniquement et pas l'autre qui était plus mature et était prêt à naître pratiquement, alors que l'autre ne l'est pas encore. Et donc, c'est pas ça qui va définir le fait qu'on va respecter l'un et pas respecter l'autre. C'est donc la naissance, c'est un événement qui survient, mais il survient dans un développement qui se poursuit. Donc, il faut comprendre que c'est un développement qui se poursuit, mais depuis le début, ce stade de l'être humain qui était l'embryon est déjà un être humain. Donc, statut qui est un statut, pas de statut, je crois que malheureusement, c'est juridique et je pense que c'est un petit combat d'arrière-garde à mon avis. Pour les couples qui souffrent d'infertilité ou de stérilité, faut-il les encourager à effectuer des fivettes au vu du problème que posent les embryons surnuméraires et de nombreuses destructions d'embryons sains? Alors, il faut savoir que chez nous, effectivement, on fait des embryons surnuméraires, c'est 8, je crois, qui sont... Alors qu'en Italie, c'est 3 et en Allemagne, c'est 1 pour 1. Au nom de ce que je vous ai dit dans l'Allemagne, c'est-à-dire que dans l'Allemagne, on ne crée pas d'embryons surnuméraires à cause du rapport Benda et de la considération de l'embryon. Donc vous voyez, les embryons surnuméraires, c'est un choix pour être soi-disant plus efficace. Pas sûr que ce soit plus efficace, entre parenthèses, mais en tous les cas, c'est un choix qui a été fait de mettre en œuvre des embryons surnuméraires. Ce n'était pas obligé. On dit souvent que la destruction d'embryons n'est pas si grave, puisque déjà naturellement, jusqu'au 20e jour environ, près de 50% d'embryons meurent. Je crois que ce n'est pas 50%, mais ça fait... Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai, mais vous savez, on peut dire des tas de choses. On va tous mourir un jour aussi, comme vous disiez tout à l'heure, et donc à ce moment-là, autant arrêter tout de suite. Ou alors, je ne sais pas, moi, il y a tant de pourcents d'accidents de voiture, donc j'arrête de prendre ma voiture. Non, c'est pas ça. La question n'est pas là. Elle ne se pose pas comme ça. Si vous commencez à raisonner comme ça, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui se fait naturellement et ce qui se décide, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un va mourir d'une maladie que je dois tuer tout le monde. Et non. Enfin, moi, ce n'était pas comme ça que je voyais la médecine, mais peut-être je me trompe, docteur. Donc, je crois aussi, il y a cette fameuse question du projet parental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est un droit octroyé. Et c'est bien ce que disait Engelhardt, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, un enfant a des droits octroyés par qui? Par la société, s'il a des anomalies, par les médecins, par les parents. Mais non, il a des droits tout court. Je veux dire, c'est quand même terrible. Il y a quand même des tas d'enfants qui n'ont pas été désirés et qui ont été aimés. Moi, personnellement, j'ai vu comme médecin des enfants très désirés et qui n'ont pas été aimés. Ils étaient désirés comme on désire une bagnole, et puis au bout on s'en lasse d'une voiture très vite. Donc, un enfant désiré, on peut s'en lasser. Moi, je sais que mes parents ne me désiraient pas du tout. Et je ne l'ai jamais su. Je l'ai su quand j'étais très vieux, donc ça ne me faisait plus aucun effet. Parce qu'ils m'ont aimé tout de suite, tout simplement. Donc, je crois qu'il faut arrêter ce genre de truc. L'enfant désiré, non, c'est surtout l'enfant aimé. Donc, le projet parental, c'est... Moi, j'ai vu, il y a 10 jours, j'ai vu monsieur Édouard Philippe. Je lui dis, il n'y a pas de droit à l'enfant comme il y a un droit au logement. Il y a un droit au logement, oui, mais le droit à l'enfant, non. Ça me paraît pas juste. Un enfant, c'est pas une chose, c'est pas un projet, c'est un en soi. Alors bien sûr, il faudra que les parents l'élèvent ou la société l'élève, bref, mais de toute façon, c'est le rôle même d'une société humaine.
Bien, alors je crois qu'on nous avait donné jusqu'à 10h10. Le professeur conclut, je dis ça, et il est formidable, votre curé. Hein. Il vous dit tout ce qu'il faut faire comme ça d'habitude. Vous avez de la chance. Bien, donc, moi la conclusion que je donnerai, pour résumer un petit peu les choses, c'est... je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a des choses qui existent, qui sont de la vérité, et que je crois que... Et la deuxième chose, c'est ça permet de ne pas juger les gens. C'est en fait, je pense qu'on ne peut pas exercer de la miséricorde ou de l'écoute correcte sans partir en vérité. Donc, ce que vous disiez, avant la naissance, il y a un enfant, il y a un être humain, cet être humain, il existe, il est présent, ça c'est une chose. L'embryon, il doit être respecté parce que c'est un être humain, et en conséquence, donc, après, à partir du moment où on le sait, on raisonne calmement, on peut avoir un domaine d'écoute et exprimer les choses clairement. Je crois que le fait que vous soyez présent montre que vous avez la volonté d'être interpellé par ces sujets-là, d'essayer d'approfondir ces sujets-là. Je crois que ça demande beaucoup d'humilité aussi dans notre relation aux autres. Et j'aime bien ce mot de cohérence. Je crois qu'il faut vraiment être cohérent avec sa foi. Et je dirais une dernière chose, c'est que il ne faut absolument pas avoir peur de la science quand c'est une vraie science, et la foi et la science ne s'opposent pas. C'est parfois effectivement un regard, un point de vue qui est différent parce que vous regardez les choses d'un autre point de vue, mais il ne peut pas y avoir deux vérités. En conséquence, donc, elles ne se poseront pas si vraiment la science est faite telle qu'elle doit être. Voilà, merci. Pour rebondir sur ce que vous dites, oui, la miséricorde est très importante. D'ailleurs, vous le savez, l'Église est un seul lieu où les femmes qui ont avorté et qui en souffrent peuvent venir le dire, tout simplement. Et moi, je l'ai vu, des femmes qui n'étaient pas chrétiennes, pas croyantes, qui sont venues me voir quand j'étais prêtre en paroisse et me dire « mais il n'y a qu'à vous que je peux en parler parce que ça n'intéresse personne ce que je raconte ». Moi, je l'avais vu quand j'étais médecin, la souffrance post-abortive de gens qui n'étaient pas croyants, qui ne portaient pas forcément de valeur particulière par rapport à l'enfant ou à l'embryon, mais avoir des syndromes post-abortifs assez importants. Et nous avons mis en place, ici sur le diocèse de Paris, mais partout, en fait, l'Église a été la première à mettre des structures d'accueil qui ne sont pas des structures de jugement, contrairement à ce qu'on raconte, mais d'accompagnement, de soulagement, de permettre aux personnes de se pardonner, parce que même si une personne vient des fois demander pardon au Seigneur et qu'elle reçoit l'absolution, en général, ce que je demandais, moi, comme pénitence, c'est de se mettre au service de la vie, c'est-à-dire d'accompagner un pèlerinage à Lourdes de personnes handicapées pour voir que la valeur de la vie va bien au-delà des apparences. Et en général, ça leur faisait beaucoup de bien. Ça, c'est autre chose. Mais même pardonnée par le Seigneur, elle souffrait encore parce qu'elle ne se pardonnait pas. Et très souvent, je disais ce que Jean-Paul II avait dit justement, d'un acte miséricordieux, eh bien, rétablissez le lien avec votre enfant, donnez-lui un prénom, parlez-lui, demandez-lui pardon à lui. Et bien souvent, cet acte-là permettait à la personne de se pardonner elle-même. Donc, voyez, il y a ce que nous disons parce que nous avons à le dire, pour le bien de tous. Et puis, il y a aussi cet accompagnement de la miséricorde. Alors, pour conclure, maintenant que la consultation nationale est terminée, que peut-on faire? Bien, voyez, des réunions comme ce soir, à partir desquelles vous pouvez très bien continuer à dire les choses. Le petit livret, on en a ramené ce soir, que nous avons édité à 100 000 exemplaires, qui se diffuse. D'ailleurs, je l'ai trouvé dans le sac à main d'une élue de Paris. Et puis, si. Et puis, le Premier ministre savait qu'il existait, je ne sais pas s'il l'a lu, mais il savait que ça existait. Donc, autrement dit, ça a bien diffusé. Donc, nous pouvons porter cette parole. Il ne s'agit pas du tout d'agresser les gens. Il s'agit de dire une parole. Comme le disait Bernadette, je ne suis pas chargé de vous convaincre, je suis chargé de vous le dire. C'est là notre travail. Et si ce que nous disons est juste et vient de Dieu, eh bien, ça finira par passer. Même si la loi passait, même s'il y a encore un truc, on a l'impression que c'est inéluctable. Rien, jamais n'est inéluctable. Si je vous ai raconté l'histoire de l'embryon pour commencer, c'est pour vous dire qu'il y a eu des appréhensions extrêmement différentes de cet embryon. À Rome, on avortait, puis après, au IIe siècle, on a commencé à changer son regard sur l'embryon. Vous voyez, ces changements, c'est en permanence.
Pourquoi les Hittites condamnaient l'avortement? Pourquoi la lettre de Barnabé ou les lettres des premiers chrétiens parlent justement que les chrétiens n'avortent pas, n'abandonnent pas leurs enfants à la naissance, c'est-à-dire ne pratiquent pas la fameuse exposition dont je vous ai parlé? Qu'au contraire, un des grands penseurs chrétiens des premiers temps, Pasteur d'Hermas, est un enfant qui avait été abandonné justement aux chiens, aux chacals, comme un enfant qui avait été refusé par son père. Ce sont les chrétiens qui l'ont accueilli, il est devenu chrétien et il a été un des pères de l'Église. Voilà, bon, c'est un exemple. Donc les chrétiens sont ceux qui sont toujours regardant les plus faibles comme des personnes précieuses, parce que nous pensons que tout le monde est absolument précieux, puisque est aimé de Dieu. Voilà le grand message que nous avons à passer. Après, quelle action auprès des parlementaires? On a envoyé ça aux députés, rassurez-vous, et nous continuons de nous faire entendre. Je vais encore rencontrer des élus, mais je ne suis pas tout seul, hein, il y en a plein d'autres qui le font aussi. Vous savez que Pierre Dornelas a été chargé par les évêques de France de conduire une réflexion. Ils vont sortir un livre prochainement, donc ils travaillent dessus. Ils ont été entendus par le Comité national d'éthique, enfin, etc. Donc, nous continuons de porter la parole. Ce n'est pas du lobbying, c'est porter la parole, parce que nous avons à porter la parole. Nous avons un message, et ce message, c'est la vie. Au fond, comme l'ADN, docteur. Bon, voilà.